Monsieur le Président du CNGE, Madame la Présidente du COVARS, chers vice-présidents, chers collègues, chers amis, chers tous, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis honorée, bien sûr, d'être l'un des grands témoins de votre congrès, et je vous remercie du fond du cœur pour cette invitation. Alors, avant que j'entame mes propos, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt et que ma déclaration publique d'intérêt est accessible en ligne. Le numéro est indiqué. Je suis maîtresse de conférences HDR en sciences de l'éducation et de la formation au laboratoire éducation et promotion de la santé et titulaire d'une chaire de recherche sur l'engagement des patients à l'université Sorbonne Paris-Nord. Et ce qui explique l'orientation de mes recherches, donc l'engagement des patients, c'est que je suis moi-même issue du mouvement associatif des maladies rares. Alors j'imagine que je dois cette invitation à l'orientation claire et forte prise par le président Olivier Saint-Lary dans l'éditorial du programme du Congrès, dans lequel vous avez écrit, Monsieur le Président, le Congrès invite les patients, experts, partenaires, enseignants, intervenant dans les départements de médecine générale, à participer et prendre une place indispensable dans le soin et son organisation. Alors, avec cette proposition, le CNGE ouvre une nouvelle page de l'histoire de la médecine et vous en êtes tous témoins et invités à en devenir acteurs. Et j'ai l'impression que cela ne vous coûtera pas trop, parce que j'ai vraiment pu constater dans les sessions auxquelles j'ai assisté que vous étiez plusieurs à interpeller les orateurs quand une recherche sur l'approche centrée sur le patient avait été faite sans patient. Et vous avez raison de le faire, car comme l'indique cet article du BMJ, les chercheurs qui ne le font pas n'ont absolument aucune idée de ce qu'ils ratent. Je déduis de ces différents faits concordants que nous sommes arrivés à un moment où, en effet, tout est en place pour faire le saut auquel le président Saint-Lary nous convie. Cela dit, nous avons devant nous une page blanche, car la médecine a traversé les siècles en produisant des connaissances, en prodiguant des soins, en formant ses impétrants, avec l'intention de le faire le mieux possible, mais entre médecins et sans patients. Aussi, je n'ai pas pris cette invitation à la légère, et j'ai passé le congrès à penser ce que pourrait être le nouveau chapitre de notre histoire commune, nous patients et vous, nos soignants. Nous avons des craintes communes et des combats communs à mener. Rien que cela justifie de nous rapprocher. Mais nous avons aussi nos différences. Pour être précise, je dois dire que nos différences ne sont pas énormes. Pour autant, il y en a. Et je dirais que ce sont surtout ces différences qui justifient de nous inviter à penser à vos côtés. Vos réflexions sur le curriculum caché m'ont passionné et l'atelier qui leur était consacré était très très bien mené. Toutefois, je remarque que vous interrogiez les effets sur les étudiants quand moi je me questionnais surtout sur ces effets auprès des patients. Et je fais le constat de votre souci profond de faire vivre l'approche centrée sur le patient. Même si là encore, je n'ai pu m'empêcher de me demander comment on pouvait progresser encore, pour finalement me dire que l'on pourrait plutôt parler d'approche centrée sur la personne. Vous me direz que c'est un point de détail, je vous répondrai que je ne crois pas aux détails. Que quand on voit un patient en face de nous, on le réduit à une de ses caractéristiques et on oublie que le rapport à établir est celui de personne à personne. Vous redoutez la surmédicalisation médicamenteuse. Nous redoutons la surmédicalisation de manière générale, et je pense certes à l'extension abusive du domaine du pathologique, mais je pense surtout à la médicalisation de l'existence. Mais votre rôle n'est pas simple, je vous le concède d'ailleurs vraiment sans problème, car plus que tout, nous redoutons l'autre extrême du continuum, qu'est l'inertie clinique. Et c'est d'ailleurs un médecin académicien, membre de mon laboratoire, Gérard Réac, qui nous invite à penser l'inertie clinique comme le miroir de l'inobservance des malades. Riche observation, je trouve. Donc, tout ça pour dire que, comme vous, nous sommes à l'affût du juste soin, de la juste posture. Avec la même certitude que vous, cela s'affine par les connaissances, l'expérience professionnelle et en fonction de l'environnement de chaque patient et de ses attentes. Mais cela peut être complété par une médecine basée sur les savoirs, parmi lesquels ceux des patients.
Pour des médecins, ce qui n'est pas encore décrit dans la littérature n'existe pas. Les patients, eux, ne se fient pas exclusivement au savoir académique. Ainsi, ils ont souvent détecté et reconnu comme tels des effets secondaires de traitement ou des symptômes liés à leur maladie non encore reconnus par les médecins. Ils sont très pragmatiques. S'ils expérimentent un trouble et que ce dernier est partagé par d'autres malades de leur connaissance, cela suffit à asseoir leur certitude. C'est ainsi que dans les années 90, les malades du sida avaient compris bien avant les médecins que leur lipodystrophie était un effet indésirable de leurs antirétroviraux. Les médecins ne sont souvent pas en capacité d'entendre les plaintes des patients quand les troubles évoqués ne sont pas encore répertoriés. Et c'est en partie ça qui a conduit en 2011 à la mise en place de la déclaration directe par les patients des effets indésirables liés aux médicaments. Les savoirs des patients basés sur les faits et les épreuves diffèrent de ceux des professionnels basés sur les seules preuves. Mais pour autant, ils peuvent servir d'alerte. De plus, les connaissances produites font disparaître les individus derrière les grands nombres. C'est le principe. La médecine a besoin de classer, catégoriser. Ça se comprend. Mais se sentir classé, catégorisé, n'est pas un sentiment agréable. Et cela dénie la possibilité de défier les statistiques. Sans compter que l'on passe trop facilement des statistiques aux stéréotypes. Personnellement, au moment du diagnostic de mon fils, alors que mon monde s'écroulait, j'ai ressenti que le médecin, il aurait pu me parler en chinois, que je l'aurais compris, parce que j'étais dans un état d'absolue hypervigilance, bien loin de la sidération dont on nous parle. Pour lutter contre cela, reste l'écoute du patient, le recueil de ses expériences, de ses valeurs. Je ne vous apprends rien. Et d'ailleurs, rien, on l'a vu, n'est plus pédagogique que le théâtre qui montre à voir ce que vit le patient et ses proches, et on l'a encore constaté ensemble tout à l'heure. Et d'ailleurs, tout récemment à Bobigny, on a joué aussi une pièce écrite par une patiente et on a organisé un débat après, et c'est vraiment très 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 pédagogique. Et c'est plus qu'important, parce qu'au moment où arrivent dans le soin des dizaines de milliers de patients avec le Covid long, plus que jamais l'écoute empathique a besoin d'être mise à l'ordre du jour, au risque sinon de remplir les consultations des charlatans qui gagnent leur vie sur la misère du monde. Car si les personnes se tournent vers eux, c'est parce que le système de santé faillit quelque part. Alors à propos du Covid long, force est de remarquer qu'on n'en a pas trop parlé pendant le congrès. J'avoue que je trouverais très intéressant aussi d'explorer ce congrès, comme tous les autres évidemment, à l'aune de la sociologie de l'ignorance, qui vise à repérer les sujets qui ne sont jamais traités et à explorer comment et pourquoi ils ne le sont pas. Car selon cette sociologie, cela n'est pas par hasard. Et ce n'est pas parce qu'un programme est riche que les sujets traités sont extrêmement nombreux qu'il n'y a pas des pans entiers des connaissances qui restent des zones aveugles. De la même manière que le pouvoir est invisible à celui qui le possède, celui qui organise les connaissances n'est pas toujours bien placé pour en repérer les zones aveugles. Et moi, j'avoue avoir un faible pour ces zones-là, certes parce que je suis chercheuse et qu'un chercheur est naturellement porté à identifier de nouvelles questions, mais aussi parce que, quelque part, je suis encore une patiente engagée et que les patients sont essentiellement motivés par traiter ce qui n'est pas encore traité. Je reviens sur l'écoute empathique, car justement, il reste des zones aveugles, des paroles inaudibles, celles des femmes liées à la douleur notamment. Avec la féminisation de la médecine, on pourrait espérer des progrès dans ce domaine. Mais je ne sais pas si c'est si simple, parce que les habitudes sont difficiles à changer. À ce propos, est-ce qu'on a évoqué la fibromyalgie ou l'endométriose dans ce congrès? Sauf erreur, il ne me semble pas. D'ailleurs, que vont produire toutes ces femmes médecins dans les années qui viennent? Est-ce qu'elles vont emboîter le pas de leurs aînés, ou est-ce qu'elles vont produire une médecine féministe dont les caractéristiques me sont encore inconnues, mais auxquelles les concernés pourraient avoir envie de réfléchir? En fait, le féminisme, il est composé de deux mouvements contradictoires. L'un qui veut l'égalité avec les hommes, et l'autre qui revendique une spécificité de genre, qui considère que le monde qu'on connaît a été produit par des hommes, donc sous-tendu par des valeurs masculines, la compétence, l'efficacité, la compétition, et que des femmes auraient produit un monde différent. Personnellement, je crois qu'on analyse le monde à partir de la place qu'on occupe dans ce monde, et que les femmes qui à ce jour cumulent beaucoup d'obstacles pour avoir cette place ont en effet potentiellement de quoi enrichir le monde existant. Et vous aurez sans doute compris là où je veux en venir. C'est le même phénomène qui explique que la perspective patient est utile. Ce qui invite en particulier à mener des recherches
participative, à mener des recherches à partir des questions que se posent les patients, ou en se tournant vers eux davantage, par exemple pour que les études sur le moment opportun des diagnostics ne soient plus faites exclusivement auprès des médecins, parce que les patients ont sûrement beaucoup à dire sur ce sujet. Or, alors que le CNGE couvre 3 champs qui se fertilisent les uns les autres, la recherche, l'enseignement et le soin, force est de remarquer que les patients n'ont participé, sauf exception, qu'aux sessions consacrées à l'enseignement. Dans le chapitre à écrire, j'entrevois aussi une place pour les patients dans les sessions consacrées aux soins et dans celles consacrées aux recherches. J'entrevois aussi une place plus importante dans les arcanes du CNGE. On a vu que certains patients, dont je fais partie, sont invités à communiquer dans son congrès, mais on pourrait aussi être membre du conseil d'organisation ou du conseil scientifique, relire les communications soumises. Il y a désormais un nombre significatif de patients qui enseignent dans vos départements universitaires. Aussi, pour rester en cohérence avec ce qui est mis en place au sein des DUMG, on pourrait même imaginer créer une section du CNGE dédiée qui s'intitulerait CNPE, soit Collège national des patients enseignants. Et cela va sans dire, les patients enseignants n'ont pas les moyens financiers pour participer à ce congrès. Un tarif spécifique serait à créer à leur intention. Comme il faut penser aussi à généraliser un statut pour eux dans le cadre des enseignements. Si on a réussi à en mettre un en place à Bobigny, c'est que c'est possible. Moi, présidente de cette sous-section, non, ça c'est pour la blague, mais sur le fond, oui, nous sommes nombreux à être disponibles pour qu'on l'écrive ensemble, ce nouveau chapitre. Merci pour votre écoute.